Mauvais Studio. Je suis Michel Tuttle. Je suis Frank Magic. Et vous écoutez Mauvais Travail. Michel Tuttle. Frank Magic. Oh la vache. Mauvais travail. Ça éclabousse. Encore plus d'importance. Frank Magic. Michel Tuttle. Bordel, ils nous volent notre travail. Et moi. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Frank Magic. Michel Tuttle. Le sort de la terre va dépendre de vous. Mauvais travail. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail, épisode 45. Et oui, nous sommes de retour après quelques mois et on n'est pas venu là pour beurrer des tartoches. Comme d'habitude, je ne suis pas seul puisque je suis avec mon gars sûr, le Frank Mama, le Frank Gigic, le Frank Magic. Comment ça va mon gars ? Oh bah impeccablement bien mon Michel, mais dis-moi, avant que j'annonce le thème de l'émission, il y a un truc qui vient de me passer dans la tête. Tu t'es jamais demandé comment certaines inventions ont été inventées ? Je veux dire, il y a des trucs, je vois pas comment on aurait pu y penser avec nos petits cerveaux d'êtres humains. On peut reparler de ça après l'enregistrement si tu veux. Non. Ok, alors tu pensais à quoi comme invention ? Bah par exemple, l'épluche légumes. Tu y aurais pensé toi ? Attends, c'est pour ça que tu pourris l'enregistrement pour une histoire d'économe ? Non mais t'es insupportable ! Il a raison. Vous êtes qui ? Ouh là là, qui nous sommes? Oh, eh bien, ce serait un peu compliqué à expliquer, mais appelez-nous les anciens astronautes. Pardon ? T'as vu ? J'ai raison. Oui, un humain n'aurait jamais pu conceptualiser l'épluche légumes. Mais- Bon, Michel, je vois que vous doutez. Mais non, mais c'est pas ça, enfin... si, mais je comprends pas, je comprends pas du tout ce que vous baragouinez, là, avec vos épluches légumes, là. Eh bien, je vais vous résumer ça façon teaser de film. Mais avant cela, vous allez faire vos propres recherches et envoyer un morceau de Zik à vous. Et voilà, encore un mauvais travail où je vais devoir suivre les pensées tordues de Francky et subir un épisode que j'ai pas demandé. Ouais, bah moi je le demande. Alors au boulot. Oh, mon bon Sailor. Sailor ? Tu connais les anciens astronautes personnellement ? Ah bah tu sais, j'en ai déroulé du câble en termes de trucs bizarres avec toutes mes recherches, et il y a un moment, bah on tombe sur un alien avec une longue barbe et une tenue d'astronaute. Et bah je vous jure, c'est exactement ce qui est en train de vous arriver là. Normalement, ça devait être un épisode sur les plus grands sosies de l'histoire, que personne ne nous avait demandé. Mais là, Michel, c'est Sailor qui nous le demande, donc allons nous informer. Eh bien, ok, on va faire ce qu'a dit l'ancien, et le temps de faire nos propres recherches, on va s'écouter un morceau que je n'avais pas prévu de diffuser, mais allez, tout de suite, on s'écoute moi-même avec Ododogo, un morceau déclaration d'amour à nos potes les chiens. Westy, Boxer, Carlin, ouais, j'adore les chiens. Caniche, Canet, Corso, Bouvier australien. Border Collie, Corgi, Billy, j'adore les chiens. Chocho, Pitbull, les loulous de Poméranie. Bobtail, Bichon, Beagle, Poisson ou Teckel. Barzoi, Barbet, Passenji, en ouais c'est nickel. Parce que J'adore les chiens, ouais j'aime les dogos. Oh oh, je n'y peux rien, ouais j'en suis accro. Oh oh, j'adore les chiens, ouais j'aime les dogos. Oh oh, je n'y peux rien, ouais j'en suis accro. Oh 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 oh. Passé Spitz ou Akita, j'adore les chiens. Berger, Ariégeois, Chihuahua, j'adore les chiens. Pichon, Maté, Bulldog français, j'adore les chiens. British, Charter, Singapour, ah, j'adore les chats. Parce que j'adore les chiens et j'adore les chats. Ah ah, je n'y peux rien, ouais je suis comme ça. Ah ah, j'adore les chiens, ouais j'aime les dogos. Oh oh, je n'y peux rien, ouais j'en suis dingo. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh 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 oh.
bichon, Beagle, bosseron, teckel, barzeuil, parfait, westy, carlin, basset, border collie, corgi, billy, chocho, pitbull, loulou, dinois, bulldog, bichon, bobtail, Beagle, bosseron, teckel, barzeuil, parfait, westy, carlin, basset, border collie, corgi. Carlin, basset, border collie, collie. Basset, border collie, corgi. Corgi. Border collie, corgi, billy. À une époque lointaine, alors qu'avec Glaborg le sage et Foutrax le magicien, nous étions en mission dans le cosmos, nous vîmes une ridicule boule bleue avec de ridicules petits bonhommes dessus. Glaborg, qui était au volant, réduisit sa vitesse à peu près 3 km par seconde aux tentacules mouillés. Il coupa les réacteurs et nous tournâmes comme des cons autour de votre Terre tel un vulgaire satellite. Nous avons donc ensuite débarqué sur Terre via des fusées auxiliaires. Une fois sur Terre, on a vite été considérés tels des dieux par votre peuple pas très finaux. Ah, vous n'étiez pas très finaux mais attachants, alors nous vous avons apporté des éléments de notre culture à base d'informations sur l'univers. Nous sommes entrés en contact avec maintes civilisations antiques, égyptiennes, mayas, andines ou autres. Nous vous avons aidé à évoluer, à construire des trucs de ouf et avons soufflé à vos petites oreilles pléthore de technologie, mais je n'en dirai pas plus car, comme on dit, pas de spoil. Eh ben, c'est pas banal tout ça. Bon bah, envoyons le jingle. Michel, je peux appuyer sur le bouton en forme de Thomas Pesquet ? Allez, vas-y. La théorie des anciens astronautes dans Mauvais Travail. Première partie. Francky, on va essayer de décrire cette histoire d'anciens astronautes appelée également néo-évémérisme dans un premier temps de la façon la plus simple possible, histoire de poser les fondations de cet épisode. Tu commences ? Ok. Alors, pour faire simple, la théorie des anciens astronautes part du postulat que durant toute notre histoire et même préhistoire, des êtres venus d'outre-espace nous ont apporté leurs connaissances dans le but de nous donner les cheat codes de la vie, afin d'avancer un peu plus vite. Je sais pas moi, le feu par exemple. Tu crois qu'on a trouvé ça tout seul ? Bah, je sais pas. En gros, si on suit la théorie, ça aurait pu se passer peu ou prout comme suit. Mais bordel, ils font quoi ces andouilles ? Mais ouais, vous faites quoi, bande d'andouilles d'homo erectus ? On essaye d'inventer feu, mais on n'arrive pas. En cognant de cailloux ? Mais vous êtes sérieux ? Bon, vas-y Glaborg, ils font pitié. Donne-leur ton briquet. C'est mon préféré. T'es pas cool, Foutrax. Bon, tenez, et faites comme ça. Sur de la paille sèche. Et ne me remerciez pas, hein. Oui. Mon Dieu, oh les humains. Bon, on leur parlera des pompiers plus tard, hein. Faut qu'on aille au Space Market acheter de la Space Bouffe. On n'a pas le temps. Mais Francky, les hommes préhistoriques, ils faisaient pas du feu avec des briquets ? Non. Mais ces deux-là, si. Ils l'ont fait, jusqu'à ce que le briquet soit vide. Enfin, j'ai compris ça via des dessins observés dans une grotte dans laquelle je suis tombé alors que je cherchais un chemin pour aller quelque part. Ce qui est ballot, c'est que les visiteurs du ciel ne leur ont jamais appris à fabriquer des space briquets. Ah, c'est space dommage. Non mais les gars, vous allez vraiment aborder le truc comme ça ? Bon, soyez sérieux un peu. Oui, chef, on va être sérieux, mais tu connais, hein, c'est mauvais travail, hein, on est un peu taquin. Et oui. Bon, soyons un peu sérieux. Pour commencer,
Sachez que la théorie s'appuie sur des affirmations du genre « les civilisations antiques, égyptiennes, mayas et autres n'auraient pas pu elles-mêmes, de par leur lacunaire connaissance à l'époque, construire des trucs énormes genre pyramides, statues de l'île de Pâques, géoglyphes de Nazca et autres trucs moins énormes mais technologiquement ouf tels que la machine denticitaire ou autres batteries électriques. » Bon, pour la machine denticitaire et tout ce qu'on vient d'énoncer, vous inquiétez pas, on vous expliquera. Puis on complétera cette liste puisque nos anciens ont charbonné méchamment, vous l'entendrez. Des éléments encore visibles aujourd'hui prouveraient également l'existence de ces anciens. On en parlait d'ailleurs déjà dans l'épisode 6 de Mauvais Travail, IGG 3000 et les potes de l'espace avec les dessins retrouvés dans des pyramides qui faisaient fortement penser à des fusées et autres soucoupes volantes. Pour moi, il y avait un thermomix, mais ça n'a pas fait consensus. Bon, on ne vous l'avait pas dit à l'époque, mais ce genre de dessin, on appelle cela des palimpsestes. Alors pour donner un exemple, on peut parler du palimpseste hiéroglyphique d'Abydos, le plus connu, situé dans le temple funéraire de Séti Ier à Abydos en Égypte. Pour la faire courte, sur un genre de tablette funéraire de Séti Ier et de son fils Ramsès II, certains théoriciens de la théorie des anciens astronautes voient des symboles qui ressemblent fort à un hélicoptère, un char d'assaut, un avion et évidemment un thermomix. Non, ça c'est toi, mais effectivement, ça y ressemble fort. En gros, les symboles recouvrent d'anciens, ceux d'un autre pharaon, et cela donne lieu à des pareidolis visuels, des trucs que le cerveau interprète, genre comme quand tu vois un thermomix dans les nuages. On peut également voir sur des fresques anciennes certains personnages qui ressemblent vraiment à des astronautes, genre les Dogu au Japon, des genres de statuettes cheloues de la période Jomon, faites de 3000 à 400 avant Jésus-Christ. Des pétroglyphes indiens d'Amérique du Sud. Alors c'est pas que j'ai envie de définir chaque mot, mais les pétroglyphes, il faut savoir que ce sont des dessins gravés sur une surface rocheuse naturelle. On dit également, et là je reviens à la connaissance dont nous ont arrosé les gentils aliens, qu'ils auraient influencé le développement des civilisations sur Terre en nous enseignant l'agriculture, l'écriture et les mathématiques. Vraiment, on n'a rien su inventer nous-mêmes, c'est affligeant. Au passage, pour nous donner un coup de pouce, ils auraient altéré notre ADN afin de favoriser notre évolution vers une espèce moins conne. Bon là, ils ont foiré si tu veux mon avis. Et puis pour altérer notre ADN, ils nous auraient... Ils nous auraient quoi? Ils disaient, j'ose pas, ça me dégoûte. Oh vas-y, on y est. Avec leurs tentacules, ils nous auraient, ils auraient fait des trucs sans consentement à des humaines. Ah mais t'es dégueulasse. Non, mais c'est pas moi, c'est eux. Ouais, dégueulassement affreux. Affreusement dégueulasse. Bon, on ne pourra pas être exhaustif tellement la théorie part dans tous les sens, mais on évoquera de nombreuses connaissances, artefacts et fun facts liés à la théorie. On apprendra même des mots genre « who part ». Un truc marrant à noter, c'est qu'on est en 2026 et que depuis des millions d'années, on n'a aucune trace de ces coachs de l'espace. Ont-ils abandonné parce qu'on était vraiment beaucoup trop cons ? Je sais pas, je pose la question. On a quand même le droit de poser la question. C'est fou ça quand même. Wow, calme-toi. Mais ouais, t'as pas tort, ça doit être assez frustrant quand on y croit de ne pas les voir et de ne faire que spéculer. Puisqu'on a balayé viteuf la théorie, on va essayer de retracer le truc et de vous dire qui a commencé à parler astronaute ancien. Francky, ça a commencé quand cette histoire d'anciens astronautes ? Apparemment ça date d'il y a fort longtemps. Et selon le premier théoricien, c'est dans la Bible que c'est décrit. Enfin, vous allez entendre que c'est pas littéralement décrit. Oh non. On va dire que des choses sont écrites, mais qu'il faudra passer ça à la moulinette interprétative de l'homme que l'on nomme Matthäus Mendelevich Agreste. On dira Agreste, ce sera plus simple pour toi, Michel. Merci. Ce dernier est né à Niazisti, dans le gouvernement de Mogilev, l'actuelle Biélorussie, le 20 juillet 1915. Il est diplômé de l'université de Mogilev, actuelle université de Saint-Pétersbourg en 1938, et obtient un doctorat en sciences en 1946. En 1970, il est promu d'Irlo de l'université et prend une retraite bien méritée en 1992 à Charleston, en Caroline du Sud, aux États-Unis. Ah ouais ? Déjà, le mec semble solide. Moi, j'aime ça, la solidité. Je suis donc prêt à croire tout ce qu'il dira. Ouais, calme-toi un peu, mon cancre-là. Pourquoi ? Il a raison, le cousin. Il a quand même publié une centaine d'articles scientifiques sur les maths, la physique et l'astronomie. Alors, si c'est pas un gars sûr, je sais pas ce qu'il te faut. Oh non, cousin, m'associe pas à ta pensée fumeuse, là. T'arrives beaucoup trop vite. Je te zappe. C'est ça, zappe la vérité, comme tous ces scientifiques médiocres, bande de trolls. Allez, j'ai dit que je te zappais. Non, pas la zappette. Mais alors, dans sa centaine d'articles, n'ignorait-il pas des trucs un peu particuliers, mon sanglier ? Si tu parles des articles consacrés à des paléocontacts, je vois pas ce qu'il y a de si particulier, alors dis-moi ce que c'est des paléocontacts. Rien de particulier, je te dis. On peut continuer ?
Bah, pas tant que t'auras pas défini ce que c'est. Bah, c'est une théorie solide. Genre? Bah, paléocontact, c'est une hypothèse selon laquelle des civilisations anciennes auraient été en contact avec des extraterrestres, des aliens, des visiteurs de l'espace, enfin, c'est pas compliqué. Ah, tu vois, cousin, il doute. Zapette? Non, pas la zapette. Mon Dieu, bon. Ton histoire de paléotruc, là, ça a été publié en 1961 et traduit dans de nombreuses langues, faisant d'Agreste le premier scientifique à parler de ces histoires d'aliens ou d'anciens venus de l'espace pendant la préhistoire. Et ça, c'est plus que souvent occulté lorsque l'on parle de cette théorie, et on remercie l'oncle Dom dont on mettra le lien de son long article sur la théorie en description de l'épisode. L'oncle Dom, c'est un monsieur qui écrit un tas de trucs sur un tas de sujets sur son blog. Il parle science, paranormal, informatique et art entre autres. Dans son article, il débunk pied à pied chaque interprétation de la Bible par Agreste et on va y revenir. Pour l'épisode, je l'ai contacté, déjà pour le remercier de tout son travail et surtout pour lui demander si on pouvait le citer. Il m'a répondu. Merci des compliments, mais je ne suis pas vraiment un spécialiste de la théorie des anciens astronautes. Il se trouve simplement que dans mon étude des prodiges célestes antiques, je croise cette théorie qui prétend expliquer certains prodiges, en particulier Sodome et Gomorrhe, qui a inspiré Agreste, qui me paraît le vrai père de cette théorie, au lieu de Feu von Daniken, cet escroc. Ah, merci oncle Dom. Pep les gars, vous avez pas oublié un truc? Je crois pas. Bah, c'est moi qui vous ai généreusement livré cette source, alors que vous n'avez même pas daigné mettre un pouce bleu sur ma dernière vidéo. Oups, alors pouce bleu. Et effectivement, c'est bien l'excellent Sylar qui nous a mis sur cette piste, alors merci. Je préfère ça. En 59, Agreste affirme sans bégayer que les terrasses mégalithiques de Baalbek furent un site de lancement pour vaisseaux spatiaux et que la destruction de Sodome et Gomorre est le résultat d'une explosion nucléaire déclenchée par des êtres extraterrestres. Et effectivement, même si ces théories ont été propulsées par des Eric von Daniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin et une tétrachie d'autres écrivains qu'on évoquera, c'est bien Agreste le papa de la théorie. La pyramide de Khéops étant remise au milieu du plateau de Gizeh, nous pouvons continuer. Oui, petit disclaimer, la théorie est très velue, elle part dans tous les sens, donc on ne pourra pas être exhaustif et le name dropping va l'être tout autant. Mais on va essayer de ne pas vous perdre. On va donc développer dans un premier temps, avec l'aide du travail de fourmi de l'oncle Dom, cette histoire d'interprétation de la Bible. Mais pour ce faire, on va appeler l'ancien. Pas astronaute, non, mais juste l'ancien, afin qu'il nous résume l'histoire de Sodome et Gomorre dans la Bible. L'ancien ? Oui, je suis Wikipédia et je vais vous raconter la très mignonne histoire de Sodome et Gomorre. Par contre, si vous pouviez mettre une instru un peu moins rigolote. Ok. Sodome et Gomorre étaient deux bleds réputés pour leur grande richesse, mais aussi pour la méchanceté et l'immoralité de leurs habitants. Dieu n'était pas fan de l'ambiance de corruption et de péché qui régnait là-bas et décida de détruire ces villes et ses habitants. Abraham, le patriarche, avant des intentions du Tout-Puissant et joue à l'avocat des habitants pour épargner ces villes si on y trouve des justes. Des justes, c'est des gentils mignons qui agissent conformément à la loi de Dieu et restent fidèles à sa volonté. Dieu répond: ok, mais le nombre de justes n'est pas suffisant. 2 anges se rendent alors à Sodome et sont accueillis par Lot, le neveu d'Abraham qui les protège. Les habitants de Sodome maltraitent alors les anges, montrant ainsi qu'ils sont vraiment méchants et pervers. Les anges avertissent Lot et sa mi-fa afin qu'ils fuient la ville avant sa destruction. Dieu détruit alors Sodome et Gomorre par le feu et le soufre. Lot et ses 2 filles résistent à échapper, mais sa femme, désobéissante, se retourne pour regarder la ville en flammes et se transforme en statue de sel. Cette histoire est souvent interprétée comme un avertissement contre le vice, l'inhospitalité et l'immoralité. Voilà. Merci Louis. Voilà. Mais alors, comment est-on passé de cette histoire biblique à la théorie d'Agreste ? Eh bien, la théorie d'Agreste repose sur une lecture technologique de ce récit religieux. Notre théoricien propose une interprétation différente. Les anges seraient en réalité des extraterrestres et le feu serait en réalité dû à l'utilisation d'une arme technologiquement avancée genre nucléaire. Et c'est là qu'oncle Dom va nous aider. La destruction de Sodome et Gomorre par une pluie de soufre et de feu, selon le Saint Bouquin, a fait l'objet de moult mythes qui, encore aujourd'hui, sont d'actualité, surtout chez les fondamentalistes de la Bible Belt, une zone qui correspond grossièrement aux États-Unis, à l'Alabama, l'Arkansas, la Caroline du Nord, du Sud, la Géorgie, le Mississippi, le Tennessee et la Virginie. Alors, il y a une théorie qui penche pour l'explosion nucléaire,
Mais on parle également d'astéroïdes parfois. À la base, dans la Bible, il y a déjà beaucoup d'incohérences, le texte ayant été établi des siècles plus tard et s'appuyant sur plusieurs traditions. L'histoire devint une légende. La légende devint un mythe. Et le mythe devint bullshit. On va pas relever toutes les incohérences. Oncle Dom le fait chirurgicalement dans son article. Mais quand même, pour illustrer tout ça, voici un petit exemple de son travail avec pour commencer la Bible qui nous dit. Parle comment la Bible ? Elle est vieille alors, débrouille-toi. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il émigra à l'Orient. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Selon Oncle Dom, le texte biblique est incompatible avec la géographie. La mer morte n'existe tout simplement pas. Alors que, si. Et ce, depuis des millions d'années. À la place, il y a la plaine du Jourdain. Un Jourdain qui descend jusqu'au fond du bassin, puis remonte et ne se jette nulle part. Au sud, il y a la vallée de Siddim, dite mer de sel, mais qui n'est pas une mer, puisqu'une bataille va s'y dérouler. Il est probable qu'il s'agisse de la plaine située au sud de la mer Morte, dont l'étendue était variable à cause des avancées et reculs du bassin sud, très sensible aux variations de niveau par sa faible profondeur. Elle aurait été appelée mer de sel à cause des dépôts salins que la mer Morte abandonnait quand elle reculait. Et ça c'est rien, parce qu'il y a également toutes les explications et hypothèses relatives à la catastrophe de Sodome et Gomorrhe. L'oncle, il a tout contre-argumenté, donc si vous êtes chaud, le lien est en description. Si Agreste est le papa de la théorie, on pourrait aussi citer Elena Blavatsky, née en 1821, morte en 1891, que l'on mentionne assez régulièrement lorsqu'il s'agit de théories cheloues ou de dérives sectaires. Alors, on ne peut pas dire à proprement parler que ces théories sont identiques, mais il y a des points communs. En effet, dans son livre La doctrine secrète, dont le nom ressemble fort à un titre de chanson de Rocking Squat, elle parle de civilisations disparues, d'êtres supérieurs qui nous auraient donné un méchant coup de pouce. Elle ne parle pas explicitement d'extraterrestres. Mais comme on le disait dans une précédente trilogie de mauvais travail sur la Terre plate et la Terre creuse, des êtres de plusieurs millions d'années, vivant en Hyperborée, en Lémurie ou dans l'Atlantide, seraient des races supérieures. Déjà dit comme ça, on adore. Mais ouais, selon elle, on aurait été guidé par ses forces. Effectivement, on n'est pas dans la théorie des anciens astronautes, mais les concepts se ressemblent quand même un peu. Et puis, vu qu'on est dans l'interprétation, on peut à peu près tout mixer, à l'instar de ton mocktail cassoulet grenadine. C'est très bon le grenasoulet, contrairement à ton pujito au passage. On dit pourrito, mais c'est pas grave. À défaut de le boire. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on va avoir au cours de l'émission des extraits édifiants de l'émission Bizarre Théorie de la chaîne VMC, la chaîne qui brasse de l'air. Et apparemment, c'est édifiant. Disclaimer. Les théories de cette séquence sont complètement ressucées du film Présence extraterrestre d'Eric Van Daniken, sorti en 1970. Van Daniken, on en reparlera, n'ayez crainte. Bizarre Théorie, sur VMC Découverte, partie 1. Les pyramides. Issus de temps anciens, voire plus, se dressent fièrement, en Égypte, les pyramides du plateau de Gizeh. Képhren, Mykérinos et DJ Khéops ont-elles livré tous leurs secrets ? Des humains seraient-ils à l'origine de ces ouvrages impossibles ? Comment de simples humains auraient-ils pu techniquement construire ces édifices et déplacer ces blocs de pierre extrêmement lourds avec leurs petits bras chétifs ? Comment auraient-ils pu effectuer ces alignements astronomiques si complexes avec leur petit cerveau ? Comment auraient-ils pu, avec leur matériel et leur technologie primitive, édifier ces pyramides si complexes avec une précision si pointue ? Ne serait-ce pas des dieux de civilisations anciennes ou, n'ayons pas peur des mots, des visiteurs extraterrestres qui auraient fait tout le travail pendant que les ouvriers se doraient la pilule au calme ? Et comme le disait Gims, eh bien, lorsque... Ah mais vous n'êtes pas du tout Gims. On dit maître Gims. Mais qui êtes-vous ? Et puis, on dit bien Gims. Enfin bref, c'est pas le sujet. Qui êtes-vous, nom de Dieu ? Moi ? Moi, je suis Laurent Deutsch, le cousin de Laurent Deutsch. Sauf que moi, je pars de théorie bidon et je remets la pyramide au milieu du plateau. Ah, bravo champion. Mais n'as-tu pas remarqué que je ne fais que poser des questions ? On peut encore poser des questions, non ? Mais je rêve. Vous avez entendu ? Oh c'est bien les questions, je dis pas. J'ai pas de problème avec ça, mais vos questions interrogatives méga chargées, ça me red flag, comme on dit. Oh ! Et ouais, parce que pour rappel, les pyramides ont été construites par les anciens Égyptiens vers moins 2600 avant Jésus-Christ, sous l'égide de pépères tels que Khéops ou autres Akhenaton. C'est juste pour rappel, parce que l'histoire, j'ai l'impression que vous n'en avez pas grand-chose à faire.
Bah apparemment, vous avez jamais entendu parler de rampe, hein? Parce que c'est comme ça que les gros cailloux ont été déplacés, tout simplement. À l'époque, on pouvait aussi compter sur une grosse manœuvre à base d'ouvriers spécialisés et d'esclaves. Et puis vous parlez de précision en termes architecturaux, mais les techniques de base, qui n'ont rien à voir avec les extraterrestres, c'est tout simplement la taille de la pierre, avec des outils et de la pierre dure. On transportait également des blocs sur des traîneaux, en foutant de la flotte, histoire de pas avoir trop de friction, tonton. Ok, c'est bien gentil ta théorie, mais vas-y mon petit, prouve-le. Bah, on a retrouvé des vestiges de villages d'ouvriers, et ce, pas loin de Gizeh. Des graffitis d'ouvriers travaillant dans des pyramides et des reconstitutions expérimentales réussies sont venus appuyer ces théories. Ah, on l'entend moins, ta grande gamelle de voix off dramatique, hein? Hein? Bah, t'es où, mon loulou? Ah, les pyramides. Bah, on y reviendra les amis, mais tout de suite, continuons avec notre frise chronologique de l'évolution de la théorie des anciens astronautes. Lors de notre trilogie, Terre plate, Terre creuse, nous vous parlions de Jacques Bergier, un mec sur lequel on pourrait faire une émission complète tellement il est mentionné dans à peu près toutes les théories. Effectivement. Jacques Bergier est né en 1912 à Odessa et est mort en 1978. Son CV est impressionnant, puisqu'il fut ingénieur chimiste, résistant, espion, journaliste, inventeur du Thermomix et écrivain. Alors, Bergier, il n'est pas seul dans cette histoire, puisqu'il crée avec Louis Pauwels la revue Planète consacrée à la science, à la philosophie et à l'ésotérisme. Ces derniers écriront ensemble Le Matin des magiciens, leur œuvre majeure. Ils fondent ensemble le réalisme fantastique. En gros, dans ce courant et dans le livre, Le Matin des magiciens, on flirte, selon leurs mots, entre parfois la légende et parfois l'exact. Ils disent également: on navigue entre les frontières de la science et de la tradition. Ah ouais, pratique. Bon, tant que les gens ne confondent pas réalité et fantastique, hein. Toujours est-il que dans le livre, il se consacre aux faits rejetés par la science. Il bosse 5 ans sur la base d'un gros fond documentaire. Le dimanche, ils brunchent, boivent des burritos, échangent et s'enregistrent. Leur objectif est d'éveiller la curiosité du public. Bergier dira: il y aura sans doute beaucoup de bêtises dans notre livre, répétons-le. Mais il importe assez peu si ce livre suscite quelques vocations et, dans une certaine mesure, prépare des voies plus larges à la recherche. J'aime bien ouvrir des portes. Et concrètement, c'est à cause de quoi? Eh ben, il y a 4 parties. Les voici. Le futur antérieur, qui critique le scientisme du 19e siècle et évoque l'idée d'une société internationale et secrète, groupant des hommes intellectuellement très avancés. Société qui se formerait d'elle-même et aborde le thème des civilisations disparues et de l'alchimie. Quelques années dans la... Ben? Ouais. Ben? Bah les gars, c'est pas un vrai épisode de Mauvais Travail si vous laissez pas Ben de Violence dire au moins un truc, hein. Mais avec plaisir, tu peux reprendre. Quelques années dans l'ailleurs absolu, qui s'attache à démontrer les origines occultes du nazisme et la contribution de l'ésotérisme à des théories scientifiques, dans le but de donner un exemple d'application des méthodes du réalisme fantastique. Il évoque longuement la cosmogonie glaciaire de Hans Horbiger et les théories de la Terre creuse. L'homme, c'est infini, consacré aux capacités mentales de l'homme, à la parapsychologie, à la télépathie, à l'esprit magique et aux mutants. L'ouvrage contient une version raccourcie du livre Un cantique pour Leibowitz de Walter M. Miller, récit post-apocalyptique nucléaire, l'extrait d'une nouvelle d'Arthur Machen et la retranscription d'une conférence de René Allot, ingénieur français ayant publié des ouvrages traitant des sciences occultes et de l'alchimie. En gros, il y a à boire et à manger. Il y a des grumeaux, mais leur conclusion, c'est que... la réalité du monde est partagée entre une dimension visible et une dimension invisible dont il est possible de comprendre l'intrication grâce à l'imagination, entendue dans le sens d'une intuition aiguë, guidée par les coïncidences entre science et ésotérisme. Bon, on comprend bien que la graine a été bien plantée pour partir en sucette. Mais revenons-en à notre théorie. Ouais, parce que là, ça digresse. Alors en fait, eux, dans leurs écrits, ils reprennent les interprétations d'Agreste avec les mêmes incohérences, mais sans trop non plus être fidèles à la Bible et en gonflant certains trucs. Ça, c'est ce qu'on peut dire en gros sur Pauwels et Bergier. D'autres se sont intéressés à la théorie, tels que Robert Charroux, un auteur de science-fiction, qui lui aussi développera la théorie dans la même lignée que Le Matin des magiciens. Bon, on va pas développer sur lui puisqu'il reprend également beaucoup de ce qui a été fait et ça risque d'être un petit peu redondant. On développera pas non plus le travail de Peter Colosimo, un autre contemporain de Bergier, Pauwels et Charroux, qui lui aussi nous livrera sa théorie toujours inspirée des écrits d'Agreste. Bizarre théorie sur VMC Découverte partie 2. Les lignes de Nazca. Nazca, au sud du Pérou. Si vous avez l'occasion de prendre de la hauteur, vous pourrez remarquer d'étranges œuvres sur le sol. Des figures étrangement bien dessinées, représentant des animaux et autres formes géométriques.
Ces figures ne sont visibles que du ciel. Étonnant, non ? Les lignes formant ces sujets sont longues et parfaitement droites. Ces dessins, comment ont-ils pu être formés par la main de l'homme ? Ces dessins, à quoi servaient-ils alors qu'à l'époque, il n'y avait pas la queue d'un avion pour se déplacer dans les airs ? Les Nazca n'auraient-ils pas été guidés ou aidés par des êtres venus d'ailleurs ? Ces questions hétéro-négatives méga chargées, nous n'y répondrons pas directement. Parce que c'est du bullshit, c'est Nams, mec. Oh, mais c'est pas possible. Tu vas pas me pourrir chaque émission avec ta voix de moustique insupportable. Eh ben si, dès que tu soulèveras un caillou de bullshit, tu trouveras en dessous un mini Laurent Deutsch qui te remettra en place, avec force mais avec élégance. Tu veux pas plutôt retourner à tes pubs pour supermarché ? Tu te trompes de gazier, mon pote. Et puisque je suis là, rappelons que les lignes de Nazca ont été créées entre moins 500 ans avant le Grand JC et 500 ans après le même Grand JC, par la culture Nazca. Certes, c'est impressionnant, je dis pas, mais les Nazca ont simplement retiré les pierres bressons en surface, histoire de révéler le sol plus clair en dessous. Alors comme pour les pyramides, les outils sont classiques, à base de piquets et de cordes, histoire que les lignes droites soient droites. Et si tu as suivi des cours de dessin au collège, tu sais que pour faire des dessins très grands et pour respecter des proportions, il suffit de quadrillage, pas besoin de vue aérienne. Exactement, Laurent. Les quadrillages, ce sont d'énormes lignes formant des carrés. Et ces carrés sont... Eh oh, c'est mon moment. Oh, Jamy, c'est mon moment, là. Alors, attends. Je reprends. Alors, on peut spéculer, mais on peut vite dégager l'hypothèse extraterrestre et privilégier l'interprétation rituelle et religieuse. Je sais pas, moi, des lignes liées à des cérémonies ou des lignes liées à l'eau, une ressource vitale dans cette région désertique. Ça pourrait également être des offrandes pour les dieux, des cadeaux que ceux-ci dans le ciel pourraient admirer en se disant « Eh ben, c'est pas banal ça. Oh, ils sont pas mauvais les petits. » Ok, cette théorie sec, mais des preuves, tu en as dans ton sac à malice, Laurent ? Bah ouais, puisqu'on a retrouvé des piquets sur le site. Et puis tu sais, ce truc que tu n'as pas l'air de porter dans ton cœur, la science, elle a expérimenté des techniques à base de piquets et de cordes, et ça a marché. Ces dessins sont cohérents avec d'autres pratiques religieuses andines. Alors je dis pas, c'est cool ta théorie, mais c'est bidon. T'en dis quoi ? Ah bah rien, tu t'es barré. S'il y en a un sur lequel nous allons nous attarder, c'est Eric Van Daniken dont nous vous parlions précédemment et dont le travail nourrit la séquence Bizarre Theory dont vous découvrirez la 3e et dernière partie plus tard. Lui, il en aura eu des choses à dire sur les anciens astronautes. Eric est né le 14 avril en Suisse. Et de quelle année ? Je m'en fous. D'accord. Il est décédé en janvier dernier, est connu pour ses livres pseudo-scientifiques et est réputé être l'un des fondateurs de l'astroarchéologie. Au final, il en a tellement fait son beurre que beaucoup ne retiennent que lui. Dans son film Présence extraterrestre, qui relaie ce qui est dit dans ses bouquins à base de questions hétéronégatives méga chargées, il nous fait voyager par-delà le monde avec une soundtrack bien dans son jus, mais qui jure parfois avec ce qui est à l'écran. Comme vous l'avez compris, il ne vous dit pas directement « ce sont les extraterrestres qui ont aidé les humains à faire ci ou faire ça ». Non, lui c'est plutôt... C'est marrant, vous trouvez pas que c'est bizarre que les humains aient fait ça tout seuls ? Ce serait pas plutôt les humains main dans la main avec des extraterrestres ? Un autre film intitulé Les extraterrestres, sur les traces de l'étrange, sort également en 1970. Celui-ci est même en lice pour les Oscars. Ce long métrage est totalement inspiré du bouquin d'Eric, Chariots of the Gods, et est réalisé par Harald Rein, qui co-scénarise le truc avec Van Daniken et un certain Utz Uterman, lui-même réalisateur de films. Ce film, on y reviendra à la fin de la partie 2 de l'émission, car des choses présentes dans ce docu ont en partie inspiré Indiana Jones et le crâne du bullshit. Enfin le 4 là. Alors, attardons-nous tout de même sur le co-scénariste Utz Uterman, car dans son CV, il n'y a pas que des films, puisque celui-ci a écrit et a été rédacteur en chef d'un journal, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du Völkischer Beobachter, propriété d'Adolf H. Oui. Utz était un auteur nazi à succès. Il a ensuite utilisé des pseudos et s'est lancé dans le cinéma, faisant oublier peu à peu d'où il venait. Je pense que c'est important à souligner, parce qu'on ne peut s'empêcher de se dire que la théorie des anciens astronautes, c'est souvent les Égyptiens, Mayas, Incas, etc., ils étaient trop cons, trop primitifs et pas assez ingénieux pour ne pas être aidés dans l'accomplissement de ces travaux remarquables. Par contre, bizarrement, tout ce qui est européen, genre nos magnifiques cathédrales, c'est bien nous qu'on a su les faire avec nos petits bras et nos gros cerveaux. N'y aurait-il pas un biais raciste dans cette théorie ? Oui, et puis dans les documentaires inspirés des livres de Van Daniken, les indigènes, on les a bien filmés comme il faut pour appuyer cette idée. On pose la question. Ah oui, c'est vrai, les questions hétéronégatives méga chargées sans réponse. Pardon.
Donc de loin, certains pourront se dire que la théorie des anciens astronautes est une énième théorie d'illuminés qui ne prête pas à conséquence, mais à l'aune de ce que l'on disait précédemment, déjà, il y a un gros problème sur le plan culturel. Et puis, cette théorie a eu un écho assez retentissant. Et oui, d'autant plus qu'elle va complètement à l'encontre du consensus scientifique et à l'encontre de l'archéologie qui, elle, n'est pas une pseudoscience. N'est-ce pas l'archéologie ? Absolument, je ne suis pas une pseudoscience. T'inquiète, on est avec toi l'archéologie. Alors, prenons Chariots of the Gods, ce bouquin qui se pose des questions sans y répondre. Eh bien lui, il a été vendu à des millions d'exemplaires et adapté en de nombreux documentaires. Au point que nombreuses sont les personnes qui confondent cette théorie avec des hypothèses scientifiques crédibles. Et ça nourrit les thèses complotistes. Ça crée une méfiance envers les sciences. Et une fois ces idées énoncées, le spectateur ne s'embête pas forcément à aller vérifier, ce qui donne des interventions lunaires, du genre. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, normalement, chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit, là. Au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Ouais t'as raison Gims, hein, on a du mal à le comprendre, mais juste pour info, l'or c'est pas dégueu comme conducteur, mais le cuivre c'est largement mieux. Merci maître électricien. Je comprends mieux pourquoi il a été privé de son titre de maître, le Gims. En tout cas, pour débunker simplement ces théories, on peut maintenant compter sur Glorant Dutch, intervenant non invité de Bizarre Theory, qui je l'espère va encore une fois mettre un croche-patte rhétorique à la voix off dramatique de cette émission. Bizarre Theory sur VMC Découverte, partie 3. Les statues de l'île de Pâques. Les Moai, autrement appelés les gigantesques statues de l'île de Pâques, sont... Mais quoi encore ? Quoi ? Non, mais rien, vas-y. Bordel. Les Moai, autrement appelés les gigantesques statues de l'île de Pâques, d'aucuns croient naïvement qu'elles auraient été construites par la seule main humaine. Mais ces pierres de plusieurs dizaines de tonnes, ne seraient-elles pas trop compliquées à déplacer avec les moyens primitifs de l'époque ? Et comment auraient-elles pu être construites par des humains ? Hein ? Ne serait-ce pas l'œuvre d'humains ridiculeusement faibles avec la force et l'intelligence de dieux ou d'extraterrestres ? Pour moi, la réponse est sans appel. Si un comédien raté fan d'histoire pour me contredire, il a intérêt à être solide sur ses appuis si vous voulez mon avis. Eh bah, le Glorant, il a ce qu'il faut pour faire valser tes bêtises, qui je dis pas sont populaires, mais complètement bancales, telle la tour de Pise. Mais ça encore, tu vas me dire que c'est Alf et ses potes qui l'ont édifié. Ah non, ça c'est une ancienne civilisation qui l'a édifiée. Les Pizzaiolos, peuple souterrain reptilien à tentacules, cousins des Crozos, vivant dans des cavernes à des millions de lieues sous la terre. Elles servaient à remonter à la surface pour venir chercher des... Ouais, bref, on va quand même rappeler l'époque, puisque tu ne le précises pas, mais ces statues ont bien été sculptées par des humains. Le peuple Rapa Nui, entre environ 1200 et 1600. Alors, on sait qu'elles ont été sculptées dans une carrière volcanique, appelée Rano Raraku, et pour les outils, c'était encore de la pierre, et plus précisément du basalte, alias du magma refroidi rapidement. Ne me remercie pas, c'est gratos. Alors là encore, on a testé des manières de déplacer ces morceaux de pierre impossiblement possibles à déplacer. Et c'est soit via des traîneaux en bois, soit avec une méthode appelée marchement, à savoir qu'on dresse le bousin et on le balance de gauche à droite avec des cordes. Pour ce qui est de leur signification, soit ce sont des représentations d'ancêtres méga importants, soit ça avait un rôle spirituel, genre protection. Et t'as appris ça comment ? Bon, on a retrouvé des statues abandonnées en cours de route, ou même d'autres pas terminées. Ce qui est quand même une preuve assez solide si on veut retracer l'histoire de la construction et du déplacement de ces grosses teutés en pierre. Et puis là encore, ces théories n'ont pas résisté aux reconstitutions. Et ces statues sont complètement cohérentes avec la culture et les croyances locales. C'est bon pour toi ? Oh mon Dieu, mais oui ! Oh, j'étais tellement aveuglé par mon idée, ma théorie d'anciens astronautes et les audimates que j'en ai oublié mon pragmatisme. Oh, pardon, Glorant. Oh, là tu me fais plaisir, voix off dramatique aux questions interrogatives méga chargées. Je sais. D'ailleurs, la semaine prochaine dans Bizarre Theory, retrouvez-moi pour un épisode spécial Zone 51. Vous y apprendrez comment Bob Lazar, un scientifique, a découvert l'existence d'aliens et de soucoupes volantes. Ah, vous ne pourrez plus douter. Toutes les preuves vous seront révélées dans Bizarre Theory, tous les mardis sur VMC Découverte, sur le canal 4532 de la TNT. Oh, bravo. Merci Glorant, qui nous a permis de ne pas trop rentrer dans des détails trop pointus pour nous, simples humains. Et si vous voulez en savoir plus, nous vous évoquerons en fin d'émission des sources solides à propos de tout cela. Parce que malheureusement pour eux,
des archéologues et autres professionnels ont dû s'attacher à devoir tout contrer. La fameuse loi de Brandolini, qui dit que la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des sottises est supérieure à celle nécessaire pour les produire. Ce que je te propose, c'est de faire un petit tour du monde de ce que Van Daniken dit dans ses écrits et dans les documentaires. Si tu le permets, je vais mettre ma casquette trop grande de commandant de bord. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre aéronef. Je suis le commandant Vanda et vous êtes chez Anciens Astronautes Airlines. Accrochez vos ceintures parce que ça va secouer méchamment. Histoire de nous plonger dans le bain, Eric nous conte l'histoire d'Américains lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ceux-ci sont envoyés sur des îles perdues du Pacifique. Une fois là-bas, parce qu'ils ne sont pas là pour profiter des plages, ils construisent des bases militaires et des pistes pour leurs avions. Une fois partis, il se passe quelque chose d'étrange. En effet, les indigènes de ces îles isolées du monde extérieur, vivant quasiment à l'âge de pierre jusqu'à la visite d'Oncle Sam, se mettent à fabriquer des fétiches de paille et de bambou représentant les gars de l'armée et des avions. Ils fabriquent également des pistes d'atterrissage rudimentaires dans l'espoir de faire revenir les visiteurs. Ces étrangers venus du ciel leur avaient apporté des outils révolutionnaires tels que la perceuse visseuse sans fil 20G8 avec batterie et chargeur disponible chez Vidal jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Si vous hurlez « Mauvais travail !» à la caisse, vous obtiendrez une réduction d'1,50 €. Ouais, chouette ponceau, mais continue. Ouais, j'adore les sponsors. Alors les Américains les régalent à base d'outils, en plus ils voyagent dans des avions, ce qui, pour les yeux de ces indigènes, n'est vraiment pas banal. La question que pose Van Daniken est donc, parce que oui, on vous avait dit qu'il y aurait beaucoup de questions, qui d'autre que des dieux leur aurait apporté ceci ? Et voilà, c'est plié, les indigènes pensent que ce sont des dieux, et selon certains savants russes, que Vanda cite, on sait pas vraiment qui sont ces savants russes, toutes les religions auraient commencé de cette façon. On va quand même le répéter, tout ce qu'on dit là, ça vient de Van Daniken. Ce mépris pour les populations de ces îles, c'est lui. Oui, je pense que les gens auront bien compris, t'inquiète. Oui, mais ça va mieux en le disant. C'est vrai. En introduisant de la sorte un livre ou un documentaire, on vous met dans les rails d'un narratif qui servira toutes les découvertes qui vont suivre. D'ailleurs, l'argument massu qui est donné, c'est que ces histoires issues de textes et de légendes de visiteurs venus d'ailleurs, que ce soit au Mexique, en Amérique du Sud, en Égypte ou en Inde, légendes relatant de mystérieuses machines volantes et de bonhommes qu'ils n'appellent pas des astronautes, pourraient ne paraître être que des pures fantaisies. Mais alors, comment se dire cela lorsque ces récits similaires se retrouvent tout autour du globe ? Bah ouais, c'est vrai ça. Bah non, c'est con. Les humains ont juste de l'imagination. Ce sont surtout des symboles universels religieux et des trucs liés à l'observation du ciel, tout simplement. Et puis, voir des fusées ou autres, c'est juste forcer l'interprétation. Lorsqu'on observe les choses dont on va vous parler, on est plus dans une pareidolie conditionnée par un narratif préétabli. Et puis tant mieux pour nous, il y a toujours un archéologue pour venir titiller ces pseudo-observations. Et tiens, je t'emmène au Tibet. Et tu le savais-tu ? Dans certains textes sacrés du lamaïsme, beaucoup de références sont faites à des dieux venant du ciel et à des perles lumineuses et des sphères transparentes où vivent les dieux. Non mais toi, tu le savais-tu qu'en Inde, le Mahabharata, aka une immense épopée indienne qui raconte une guerre entre deux familles royales tout en explorant des thèmes spirituels, moraux et philosophiques, parle de véhicules volants dans de très grandes structures et que clairement, en voyant les illustrations du truc, c'est clairement une mise à feu genre fusée. Ok peut-être, mais toi, tu le savais-tu ? Bon, non mais on arrête. Vous avez l'idée. Si vous ne le saviez-vous pas, des textes partout dans le monde, de Bagdad en Irak, en passant par la Yougoslavie, à Istanbul, au Caire, à Lamballe et bien d'autres, les textes, fresques, tableaux, tablettes et autres parlent d'engins volants et montrent des anciens astronautes version Thomas Pesquet. Dans le docu, ça dit... Et le voilà, prisonnier de la pellicule pour la première fois, le dieu ailé de Palenque. Ce qui s'offre à notre objectif est si stupéfiant qu'il convient de l'examiner en détail. Nous voyons un homme assis dans une capsule, le regard intensément fixé sur quelque chose. Ses mains semblent actionner quelque indéfinissable commande. Son pied appuie sur une pédale. À l'arrière de la capsule, nous voyons des tuyères crachant des faisceaux de flammes. N'est-ce pas là la position type de l'astronaute, telle que nous la connaissons aujourd'hui? Il semble revêtu de la tenue idoine, pantalon avec une large ceinture. Une sorte de veste resserrée au poignet comme une combinaison. Le siège est capitonné comme pour supporter le choc de l'accélération. Une silhouette derrière des commandes, également vêtue comme un astronaute. Une autre tuyère
crache des flammes. Cette divinité de pierre, disent les Mayas, représente Kukulkan, qui vint des étoiles et y retourna. Ouais, et il y a une interprétation qui est souvent relayée, c'est un texte du livre d'Ézéchiel. Écoutez ça. Attends, t'es sûr? Bah oui, pourquoi? Bah, parce que les droits d'auteur, tout ça... Ah ouais, t'as raison, le mec qui a écrit ce texte va probablement porter plainte. Mais t'inquiète, Maître Mauvais vient d'obtenir son diplôme d'avocat à la Diploma 1000 de Datyville. Donc on est bon, rassure-toi. Ok. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, les cieux s'ouvrent. Je regardais et voici. Il vient de septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Au centre encore, apparaissent 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun avait 4 faces et 4 ailes. Tous une face d'homme au milieu, une face de lion à droite, une face de bœuf à gauche et une face d'aigle. Ézéchiel aurait-il usé de termes différents pour parler d'êtres venus de l'espace? Excusez-moi, c'est Ézéchiel là. Dites-moi, je peux faire mon story time sans que vous me posiez des questions à tout va là? Bon, je note néanmoins que celle-ci n'était pas interrogative et bon, je vous félicite. Ézéchiel va-t-il pouvoir continuer sa story time sans que moi et ma voix de velours ne l'interrompent? Oh, t'es lourd. S'il te plaît, je reprends. Et voici. Il y avait une roue sur la terre devant chacune de leurs 4 faces. Ces roues semblaient être en chrysolite. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Elles allaient de leurs 4 côtés et ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effroyables. Et les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Étaient-ce là les tuyères d'un vaisseau spatial? Mais... Une tuyère propulsive dans le domaine de l'astronautique, est un conduit de section droite variable placé à l'arrière d'un moteur produisant des gaz de combustion chauds qui permet de transformer l'énergie thermique de ceux-ci en énergie cinétique. Bon, quand ils partirent, j'entendis le bruit de leurs ailes pareil à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée. Et selon Von Daniken, ce spectacle ressemblait bel et bien à la mise à feu d'une fusée de plusieurs étages. Dans ce documentaire et dans le livre, il nous présente des illustrations en commentant. Ces images ont-elles besoin de commentaires? Bah ça c'est clairement un commentaire. Il pose la question. Il a le droit. On peut pas faire ça à chaque fois. Les gens ont le droit de poser la question. C'est fatigant à la fin, non? Je dois répondre là ou... Non. On pose la question et surtout, on ne répond pas. C'est clair? Bah chut. Les gars, vous connaissez l'histoire de la grotte, la Cueva de los Tayos? Non, pas vraiment, et les tacos, je suis pas fan, c'est juste, je digère mal et c'est... Ok. Apparemment, vous regardez pas toutes mes vidéos. C'est que t'es prolifique en vidéo, et puis c'est quoi encore cette histoire? Les gars, faites vos propres recherches. Ok. Moi, j'ouvre des portes. J'aime bien ouvrir des portes. Ah bah, il est reparti. Bah, on a qu'à mettre sa vidéo. Non? Ouais, voilà. Et bah oui, si. Cool. Et puis ensuite, on met un podcast qui parle du sujet, puis on revient à la fin pour dire au revoir. Cool, on envoie ça. En 1946, Petronio Jaramillo, un jeune homme de 17 ans accompagné par son ami Mashutaka, se ferait un chemin à travers la jungle équatorienne. Leur objectif, rejoindre une grotte secrète, mentionnée... Les gars, vous êtes sérieux là? Déjà que je vous offre le sujet sur un plateau avec des dessins de vaisseaux spatiaux dessus, vous allez pas piller mon travail en plus. Ouais, t'as raison, Sailor. On va faire nos propres recherches et revenir dans la partie 2. Faites donc cela. Ok, alors on se retrouve dans pas trop longtemps pour parler de cette fameuse grotte, d'artefacts tels que la machine denticitaire, de Houpart, un nouveau mot qui n'aura après cette émission plus de secret pour vous. On parlera également d'un parc d'attractions, d'un homme qui fait des documentaires impressionnamment bullshiteux, vous allez l'adorer. Et enfin, on évoquera l'héritage de cette théorie dans la pop culture, films, séries et autres. Les petits mauvais, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive, et ça arrive bientôt. Oui. On remercie encore Sylar et l'oncle Dom. Oui. On remercie également ML pour les jingles de VMC Découverte. Oui. Et on se retrouve pour la deuxième partie, les astronautes anciens. Bisous les petits mauvais. Bisous. Bisous.
C'est le Michel Tuttle et le Frank Magic. Mauvais travail. Connaissez-vous la voix de ces deux types? Mauvais travail. On ne veut pas voir leur tête dans un clip. Mauvais travail. Abonne-toi, vas-y, clique. Mauvais travail. On dirait qu'on a un nouveau générique. Mauvais travail. C'est Michel Tuttle et le Frank Magic. Mauvais travail. Le gars un peu con mais très sympathique. Mauvais travail. Moi j'aime bien ce nouveau générique. Mauvais travail. Un morceau avec des rimes en hic. Mauvais travail. Si tu voyais l'état de nos statistiques. Mauvais travail. Un micro et des studios en plastique. Mauvais travail. La situation pour nous est vraiment critique. Mauvais travail. On dirait qu'on a un nouveau générique. Mauvais travail. C'est Michel Tuttle et le Frank Magic. Mauvais travail. Le gars un peu con mais très sympathique. Mauvais travail. Moi j'aime bien ce nouveau générique. Mauvais travail. 3 couplets, 4 refrains, c'est pas pratique. Mauvais travail. Dans 100 ans l'émission sera mythique. Mauvais travail. Une émission pas du genre très éthique. Mauvais travail. Abonne-toi, vas-y, clique.